En cette période de rentrée scolaire, coup de projecteur sur les systèmes éducatifs proposés à travers le continent, entre établissements privés ou publics, en langue maternelle ou pas, quelle école pour nos enfants? C'est la question de la semaine de votre rubrique On en parle. Et pour y répondre, Kadim Silla, expert en éducation à l'UNESCO, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi l'auteur du livre L'éducation en Afrique, le défi de l'excellence aux éditions L'Harmattan. On va commencer par la première question de l'un de nos internautes. Elle nous vient d'Abokar au Mali. Il nous écrit: l'éducation est-elle une prérogative de l'État? Oui, naturellement, l'éducation fait partie des missions régaliennes de l'État. Mais malheureusement, face à la défaillance de certains États, face à l'insuffisance de l'offre éducative étatique, on voit proliférer les écoles privées. Donc, c'est une conséquence en réalité de l'échec de l'État dans sa politique d'offre éducative. Alors, autre réaction, celle du coup de Moïse Bongo-Bo, qui nous dit pourquoi la guerre des écoles persiste en Afrique entre le privé et le public, justement. Cette guerre persiste parce qu'elle est génératrice de nombreuses inégalités. Et on assiste généralement à un système à double vitesse, une école privée privilégiée qui s'adresse aux populations les plus riches, et une autre école publique dégradée, et de plus en plus dégradée, où l'éducation est de plus en plus de mauvaise qualité, où les effectifs sont pléthoriques. Donc ça crée vraiment une problématique assez préoccupante. Et la question est de savoir, et parallèlement à cela aussi, on voit se multiplier les écoles non agréées dans le secteur privé. Donc ce n'est pas tout le secteur privé qui est de qualité. Il existe un secteur privé de qualité, un secteur privé aussi dégradé que l'école publique générale. Alors donc, justement, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y, allez-y. Alors justement, Dembélé nous apporte son témoignage du Mali. Il nous dit: au Mali particulièrement, l'école privée domine l'école publique parce que la société y est privatisée. Ceux qui n'ont pas les moyens, leurs enfants passent plus de temps à la maison qu'à l'école. Malheureusement, mais je sais qu'au Mali aussi, l'État subventionne l'inscription des élèves diplômés du public pour leur insertion dans le privé. Donc, mais malheureusement aussi, dans de nombreux pays, au Mali, au Sénégal et un peu partout, l'État est redevable à ces écoles privées de sommes assez considérables qui entravent quelque part le développement de ce secteur privé également. Alors, autre réaction, celle de Haruna qui nous écrit: au Burkina, la reprise sera difficile cette année. Insécurité, grève des enseignants, manque d'infrastructures d'accueil et fermeture de plus de 1000 établissements non conformes. Quid finalement de la situation au Burkina Faso? Oui, c'est vrai que la situation est particulièrement préoccupante. Il y a la question de l'insécurité qui est assez présente et qui s'amplifie de plus en plus, malheureusement. Et je sais que tout récemment, un examen de rattrapage a été organisé pour les enfants qui ont été déplacés des zones, je veux dire, agressées. Hein. Et donc, cet examen concernait près de 15 000 élèves. Et il ne s'agit pas de tous les élèves déplacés. Donc, ça crée vraiment une situation d'insécurité. Et à cela s'ajoutent ensuite les mouvements des enseignants. Ce n'est pas une situation assez confortable pour l'État, en tout cas. Autre commentaire, celui de Richard Guetta à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, comment le gouvernement compte faire revivre l'école dans la zone anglophone avec cette insécurité? Oui, ce sera assez difficile. Je crois que la question politique doit être préalablement résolue. Autrement, il sera difficile que l'État puisse imposer une éducation, un fonctionnement normal du système éducatif dans la zone anglophone. Je pense que le préalable à la résolution du conflit actuel est un impératif, en tout cas à la présence de l'État dans la région anglophone. Et alors plus largement, quelles sont les solutions pour la scolarisation des enfants? Qu'est-ce que vous préconisez? Les enfants en Afrique d'une manière générale? Oui. Ah oui, la question est très très large. Mais je pense qu'il y a deux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Le défi de la scolarisation et le défi de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et derrière tout ça, on connaît en gros les grandes orientations à suivre. Mais le problème, c'est l'ancrage de ces orientations par rapport aux réalités locales. Comment développer un système éducatif qui prenne en considération les particularités locales,
Je crois que la réponse à ces questions-là peut aider à trouver des solutions les plus adaptées, en tout cas, aux problématiques éducatives africaines. Alors, Koné nous écrit, il faut des enseignants bien formés, des outils et un système pédagogique adéquat. Oui, on a un large consensus autour de la prééminence de la formation des enseignants dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Beaucoup d'études l'ont montré. Donc, je pense que c'est un impératif, en tout cas, pour améliorer les systèmes éducatifs africains. Il ne faudrait pas, par contre, oublier l'importance des manuels scolaires, l'amélioration de l'environnement d'apprentissage. Aujourd'hui, on a des classes pléthoriques en Afrique, des classes qui peuvent atteindre 80, 100 élèves. Dans ces conditions-là, avec même un enseignant bien formé, je ne suis pas certain que la qualité de l'éducation soit au rendez-vous. Nelly Sidibé nous écrit, il faut rendre obligatoire la scolarité des enfants jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est normal, c'est une exigence démocratique en tout cas, et l'État doit assurer l'éducation de tous les enfants. Et lorsqu'on se réfère aux textes qui régissent les systèmes éducatifs en Afrique en général, cette exigence-là existe, hein. Donc l'école est considérée comme obligatoire et gratuite. Elle existe, mais est-elle appliquée au final? Voilà, malheureusement, elle n'est pas appliquée. C'est là où le problème se situe. Alors, donc du coup, on a Jodé qui nous écrit du Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il faut carrément changer les programmes car ceux-ci datent de l'époque coloniale et ne répondent plus aux exigences actuelles. Il y a aussi Amoussoulé qui nous écrit, il faut une école qui apprend à nos enfants leur histoire. La vraie, c'est un étudiant en France à Paris. Hein. Ben, les réformes curriculaires ne sont pas... sont nécessaires, pas uniquement en RDC, c'est quasiment partout en Afrique. On a un système éducatif généralement désincarné, qui n'est pas en adéquation avec les réalités des pays. Et donc, il est important que cet ancrage sur les réalités nationales soit fait. Et cela implique donc une modification des curriculums et que cet ancrage-là prenne en considération à la fois les questions culturelles, les questions historiques, les questions économiques également, parce qu'il ne s'agit pas de s'enfermer dans des considérations purement idéologiques, mais en même temps, c'est une nécessité absolue que les populations se retrouvent dans ce qu'ils apprennent à l'école. Autre réaction, celle du coup de Mohamed qui nous dit « Beaucoup pensent que sans les gros diplômes, on ne peut pas réussir alors que les écoles, professionnelles peuvent garantir le succès. » Tout à fait. L'expérience des pays asiatiques est assez significative à cet égard. L'émergence économique des pays asiatiques a reposé dans le passé principalement sur la priorité accordée à l'enseignement technique et professionnel, qui sont les formations de courte durée, de 2 ans, 3 ans, etc. Or, en Afrique, on a privilégié l'enseignement supérieur, disons l'enseignement long, et avec des résultats fortement mitigés. Et alors, pour finir, rapidement, se pose aussi la question de la langue. Dans quelle langue faut-il apprendre, finalement? La question est assez étrange, parce qu'on ne poserait pas cette question-là ailleurs qu'en Afrique. Je dis, il va de soi qu'un enfant doit apprendre dans sa langue maternelle. Maintenant, le problème, c'est assez compliqué, bien entendu. Lorsqu'on l'aborde sous l'angle idéologique, forcément, on suscite des controverses, des discussions stériles. Mais je pense que le meilleur argument est c'est l'argument pédagogique. Et tous s'accordent que enseigner en langue nationale permet des acquisitions rapides des savoirs, des savoir-faire, des compétences. Et aussi, lorsqu'on sait que la maîtrise de la langue maternelle est un véritable accélérateur de l'acquisition des autres langues, on ne devrait pas du tout hésiter. Mais en même temps, il y a des conditions pour que ça réussisse. On a vu des expériences qui ont échoué, mais il faudrait quand même avoir un environnement lettré. Oui. Voilà, bon. Merci beaucoup, Kadim Silla. On reviendra avec plaisir sur l'éducation sur le continent. Je rappelle le titre de votre livre, L'éducation en Afrique, le défi de l'excellence aux éditions L'Harmattan. Merci. Je vous remercie.